Bonjour Albert Moukébert. Bonjour. Bienvenue sur TV5 Monde. Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en neurosciences cognitives, psychologue clinicien et chargé de cours à l'Université Paris-Saint-Denis. Et vous venez donc de publier un livre passionnant, Votre cerveau vous joue des tours. C'est aux éditions Alary. D'abord un mot, que fait un docteur en neurosciences? On essaye d'étudier les bases biologiques de la psychologie. Ouais. En fait, pendant très longtemps, on a séparé le corps et l'esprit. Ouais. Et on se dit qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir des modèles théoriques qui unifient les deux. Et donc, on essaye de faire ça. Alors, quand on parle du corps, on parle de nos yeux. On croit voir le monde avec nos yeux, mais en fait, on le voit avec notre cerveau. Un cerveau qui n'est pas objectif, entre guillemets. En fait, on est tout le temps en train de recréer le monde. C'est-à-dire, mes yeux sont un capteur qui va transformer les photons de lumière en un signal électrique qui va être recréé par le cerveau. La même chose pour mes oreilles, pour mes doigts, etc. Ouais. C'est le principe des... Par exemple, les illusions d'optique, souvent, c'est en train de tromper plus le cerveau que les yeux. Ouais. Il y a des exemples d'illusions d'optique dans votre livre. Ouais. Mais vous écrivez que votre livre est basé sur la relativité du faux, c'est-à-dire... On a tendance à croire que les choses, surtout dans le monde aujourd'hui, on présente les choses comme vraies ou comme fausses. Mais souvent, le vrai est relatif. Quelque chose peut être vrai à 60%, à 70%, à 80%. Et c'est important, surtout dans des domaines émergents comme les sciences cognitives, d'expliquer qu'on est tout le temps en train de travailler avec une certaine relativité du faux. On n'est pas sûr encore de nos théories. Et c'est important de les rappeler pour pouvoir expliquer pourquoi on change d'avis, etc. Alors, vous parlez de la magie dans votre livre et vous dites qu'une rupture de cohérence dans notre cerveau, c'est ce qui se passe quand on voit un tour de magie. Alors, je sais que vous aimez la magie, hein, donc on va vous voir, vous regarder faire une démonstration de magie avec le célèbre Rubik's Cube. On regarde. Par exemple, quand on fait des tours de magie, il y a trois grandes familles ou trois grands principes qui régissent les tours de magie. Ou bien on peut faire vite, et vous ne voyez pas ce que je suis en train de faire. Ou bien je détourne votre attention, je vous dis « Oh, regardez ici » et je tire quelque chose avec mon autre main. Ou bien je peux prendre en otage votre compteur d'histoire. Par exemple, si je prends un Rubik's Cube et je le mélange, quand je mélange mon Rubik's Cube, le Rubik's Cube a genre à peu près 43 quintillions de permutations, ce qui fait beaucoup de permutations. Si je prends le Rubik's Cube et je le mets dans mon sac ici, chez Alary, on a des sacs un peu magiques, parce que si je mélange le sac, après je ressors mon cube, il est résolu. Et là, votre cerveau, qui vous conte des histoires, qui essaye de faire des prédictions sur le monde, est probablement en train de se dire « Ah, il ne mourra pas, il a un deuxième cube dans son sac ». Alors, on n'ira pas jusqu'au bout, mais il n'y a pas de deuxième cube dans le sac. Il n'y a pas de deuxième cube Par contre, moi j'ai compris, quand vous avez remis le cube dedans, vous avez été très rapide et que vous êtes très fort. C'est beaucoup d'heures d'entraînement, on va dire ça. Oui, en quelques fractions de secondes. Ouais. C'est ça la magie. Donc notre cerveau, vous le dites, est un conteur d'histoire. C'est-à-dire qu'il reconstruit le réel. Notre cerveau est tout le temps en train de faire des suppositions sur le réel et puis de les confronter. On est tout le temps en train de se raconter des choses sur comment est-ce qu'on devrait agir. Et notre cerveau fait des suppositions en se disant bah, si je fais ça, c'est ce qui va se passer. Dans les tours de magie, c'est un peu la même chose. Je vois quelqu'un mettre quelque chose dans le sac, mon cerveau se dit bah, ça n'a pas bougé. Et quand on le sort, il est résolu. Ça fait cet effet un peu de contre-pied. Pour les tours de magie, c'est cool. Dans la vie courante, ça peut être une source de conflit. Alors, notre cerveau, il n'aime pas non plus l'ambiguïté. Alors, il va toujours vouloir, comme vous dites, remplir le vide. Comme par exemple dans cette phrase bizarre qu'on va voir à l'écran. C'est une phrase donc, qui, en fait, quand on la lit, ne veut absolument rien dire. Oui. Alors expliquez-nous ce que le cerveau va faire. En fait, notre cerveau, donc cette phrase, il va la lire, c'est comme ça que vous êtes en train de lire cette ligne. Notre cerveau va faire des suppositions là aussi sur qu'est-ce qui est le plus probable pour que cette phrase ait de la cohérence. Il va remplacer les chiffres par des lettres. Exactement, alors que la phrase devrait dire C35T, CMMOE, CAQ3, V0, U5. Donc, notre cerveau va se dire, bah, ça n'a aucun sens. Donc je vais prendre l'initiative de réorganiser pour que ça soit joli, compréhensible. Et ça va plus ou moins vite. Alors ça va automatiquement. Ouais. Vous dites que la mémoire aussi nous joue des tours, que le cerveau, en fait, on croit que c'est la mémoire, mais c'est notre cerveau qui a reconstruit le passé. Oui, parce que nos ressources attentionnelles sont très limitées. Par exemple, s'il y a des téléspectateurs qui nous regardent, qui ont été en vacances, si vous imaginez vos dernières vacances, en train de marcher dans les rues de Rome, il y a des personnes dans la rue, vous êtes en train de passer à côté d'elles, mais quand vous étiez là-bas, sur place, vous n'étiez pas en train de faire attention à ce qu'ils portent, à leur visage. Et ce serait complètement incohérent si, dans mes souvenirs, les rues sont vides, ou bien les gens sont à poil ou sans visage. Donc mon cerveau va s'amuser à les reconstruire, à remplir mes souvenirs. Donc probablement être en partie faux. Oui, bien sûr. Pour conserver une sorte de cohérence, on va reconstruire ce que
mnésiquement, je crois, est la chose la plus cohérente. Et pour des souvenirs comme les vacances, c'est pas très grave, mais des fois, dans des cas, par exemple, de justice ou des choses comme ça peut avoir des conséquences assez graves. Alors, vous donnez aussi plusieurs exemples où notre cerveau montre qu'il aime les certitudes, qu'il aime renforcer ses propres croyances. Et vous donnez l'exemple des OGM, par exemple. Oui, tout à fait. Dès qu'il y a des sujets qui sont assez émotionnellement chargés ou dans lesquels on a investi beaucoup de temps, d'argent, d'efforts, on aura envie d'avoir raison. On appelle ça le raisonnement motivé. En gros, c'est comme si on a deux manières de réfléchir. Ou bien je réfléchis comme un détective, je suis les preuves et j'arrive à une conclusion. Ou bien on peut réfléchir comme un avocat. J'ai déjà mon client, je veux le défendre et je vais réorganiser la réalité pour avoir raison. Et dans le cas des OGM, on fait souvent ça. C'est-à-dire si moi, je suis très partisan anti-OGM et je vois un article qui dit « Ah, les OGM ont encore empoisonné quelqu'un », je vais le croire automatiquement. Et inversement, si j'ai un article qui me dit « Les OGM, en fait, c'est pas si nocif que ça », mon cerveau va faire un effort assez important de vérification pour me dire cet article n'est pas bon. Et inversement, hein, ça touche tout le monde. Il n'y a pas de... Alors, autre chapitre très important de votre bouquin, c'est les réseaux sociaux, les chaînes Tout Info. Vous dites que notre cerveau, en fait, s'enferme dans une forme de bulle d'entre-soi, l'entre-soi du groupe, de la communauté. On ne s'intéresse plus aux autres, qui, eux, sont dans d'autres bulles. Avec les réseaux sociaux, on est capable aujourd'hui, et on le voit de plus en plus souvent, d'avoir une liste d'amis, de gens qui pensent comme nous. Je vois de plus en plus, surtout pour des sujets chargés, surtout maintenant dans une période électorale, des personnes qui disent, même qu'ils écrivent sur leur page Facebook, voici mes opinions, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez juste vous désinscrire ou vous désabonner. Et cette action de désabonnement des gens qui pensent différemment de nous et d'abonnement avec les gens qui pensent comme nous ne font que renforcer une sorte d'illusion qu'on a raison, qui nous conforte dans nos opinions, indépendamment de si ces opinions sont bonnes ou pas. Vous avez parlé de période électorale et j'ai vu que vous aviez créé un collectif qui s'appelle le Kiasma, qui propose, et ça tombe bien, donc un guide de survie, je vous cite, en période d'élection pour aider à décrypter en fait le discours ou la propagande électorale. Beaucoup de fois, les politiciens utilisent des arguments rhétoriques qui sont souvent fallacieux pour essayer de convaincre leur électorat. Ça peut aller par exemple de la preuve anecdotique, citer un cas particulier, en faire une généralité, ou attaquer une personne sur son âge, en disant vous êtes trop jeune. Et tout ça, c'est des outils rhétoriques qui sont identifiés et on a besoin de les apprendre. Et donc effectivement, pendant les dernières élections présidentielles, on avait fait une sorte de fascicule que vous pouvez télécharger gratuitement sur notre site, qui reprennent les méthodes argumentatives les plus communes dans le discours politique. Il évolue ce discours politique il évolue selon les sujets. C'est pas juste selon les époques, mais selon les sujets. Pour certains sujets, on va faire un appel à l'émotion. Pour d'autres sujets, par exemple, quand on va critiquer, je sais pas, des jeux vidéo violents, on va utiliser des preuves anecdotiques. On va dire, regardez, lui, il a fait des crimes alors qu'il a joué sur un jeu vidéo. Est-ce qu'il est de plus en plus anecdotique, Exactement. Où il fait de moins en moins appel à l'intelligence des gens? Exactement. Ou bien on va faire un appel à l'émotion. On va dire, regardez, vous voulez accueillir des migrants alors qu'il y a les SDF qui sont dans la rue, alors que c'est deux sujets qui n'ont rien à voir. Il y a plusieurs mécanismes qui ont été identifiés il y a longtemps. Schopenhauer avait écrit un livre qui s'appelle L'art d'avoir toujours raison, où il les identifie. Nous, on est plus dans une posture défensive de pédagogie. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour déjouer tous ces pièges qui nous sont tendus en fait par notre propre cerveau? Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est d'être plus attaché à pourquoi on a une opinion plutôt qu'à l'opinion en elle-même. Quand je suis attaché à mon opinion, elle devient quasi identitaire. Si quelqu'un la critique, je vais vouloir la défendre automatiquement. Alors que si je suis attaché à pourquoi j'ai une opinion, si je comprends d'où vient mon opinion, en sachant qu'une grande partie de mes opinions, on ne les choisit pas. Nos opinions politiques peuvent être conditionnées par notre famille, notre religion, aussi par la famille, par notre année de naissance. Donc être plus attaché, se demander, est-ce que je sais vraiment pourquoi j'ai cette opinion? Il y a un mot qui revient beaucoup à la fin de votre livre, c'est le mot doute. Oui. Alors, il ne faut pas douter de tout le temps, mais il faut douter un peu. Il faut douter de manière qui discerne ce qui vient de moi et des choses auxquelles j'ai pensé. En fait, on est dans une époque où on dit à tout le monde de douter des autres, douter des médias, ne croyez pas ce que vous lisez sur Internet, etc. Et en face, il y a un autre courant qui dit faites-vous confiance. Et moi, j'appelle un peu à l'inverse. On a besoin les uns des autres d'être les garde-fous des uns des autres. On est mobilisés, on est sollicités pour tellement de sujets. On nous demande d'avoir des opinions sur l'intelligence artificielle, sur les OGM, sur l'homéopathie, sur les vaccins, etc. Et on ne peut pas tous être experts dans tout. Et donc, on a besoin un peu de douter un peu plus de soi et de se faire un peu plus confiance. Et de mettre en doute aussi ce qu'on appelle, vous en parlez aussi beaucoup dans le livre, les fake news, on n'a pas le temps de parler de tout, qui se propagent comme un virus, qui peuvent parfois tuer d'ailleurs. En Inde, ça fait voilà, et le cerveau se laisse berner en fait par ces fausses nouvelles. Les fake news se propagent à peu près 6 fois plus vite que les news classiques, de par comment elles sont construites. Et effectivement, il y a certains pays où l'État est obligé de couper Internet à cause de la vitesse de propagation des fake news, surtout sur des applications comme WhatsApp,
où il y a des lynchages. Et on l'a vu d'ailleurs en France avec les Roms récemment. C'est vrai, ça ne se passe pas qu'en Inde. Ouais. Merci Albert Moukébert, un livre passionnant, donc pas seulement sur notre cerveau, mais sur la société dans laquelle on vit et l'avenir qui, on a des doutes en tout cas quand on le lit. En tout cas, il faut, j'allais dire, ayons des doutes. Oui, c'est important. Merci beaucoup. C'était aux éditions Alary.